Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup de cette introduction et de nous avoir tous réunis ici sur ce sujet important, dans une liberté de parole qui permet de dire beaucoup de choses qui ne sont tout simplement plus dissibles, peu audibles, et qui déclenchent généralement des crispations qu'on a du mal à maîtriser, à gérer et à renverser. Alors, je voudrais revenir, tous les exposants étaient extrêmement intéressants, ceux qui m'ont précédé ont dit énormément de choses que j'avais envie d'évoquer aussi un peu. Donc je suis entre guillemets frustrée, mais ça va passer. Je voulais juste revenir peut-être sur l'interprétation que j'ai, moi, modestement, de l'entrée en guerre de la Russie le 24 février 22. Je pense qu'il n'est pas improbable que le président russe, étant donné, on a parlé, vous avez les uns et les autres donné un certain nombre de dates, un certain nombre d'éléments sur les ordres d'opération ukrainiens qui ont été retrouvés, et ça s'observait déjà depuis un bon mois, la reprise des bombardements de plus en plus intensifs sur le Donbass, sur le nombre de rotations des avions qui débarquaient les armes à flux tendu en Ukraine, etc. Donc quelque chose se préparait côté ukrainien, c'est clair. De toute façon, Zelensky, à peine élu, l'avait dit, alors qu'il avait été élu pour faire plutôt la paix. Il a tout de suite commencé par dire bon, on va reprendre nos territoires, on va tout reprendre, etc. Notre pays est en guerre. Il y a une interview là-dessus des journalistes anglais, je crois bien, qui est sans ambiguïté. Donc, ça se préparait. Je vous passe la fin de non-recevoir extrêmement désagréable et humiliante qu'a dû endurer la Russie face à ses propositions de décembre 2021, du 17 décembre, donc projet d'accord pour la refondation de la sécurité en Europe, transmis à l'OTAN, transmis à l'Europe, transmis bien sûr à Washington. Le 15 janvier, on leur a expliqué que tout ça n'était vraiment pas le sujet, qu'on ne leur en voulait pas, qu'il n'y avait aucune menace contre eux, que vraiment ils se faisaient beaucoup d'idées, qu'il fallait arrêter de ruer dans les brancards et de s'inquiéter. Est-ce que, à ce moment-là, à partir du moment où les bombardements dans le Donbass reprennent et s'intensifient, Vladimir Poutine, en fait, c'est Charybde des Scylla, quoi. Il est entre les deux. Soit il vole effectivement, au titre de la Constitution, au secours des minorités russophones qui se font de nouveau bombarder intensivement, et dans ce cas-là, il prend des très gros risques. Des très gros risques politiques internes. Est-ce que la société va le supporter, russe? Des très gros risques pour son pouvoir. Est-ce que l'économie russe va le supporter? Donc, s'il fait ça, voilà, c'est quand même un sacré risque d'intervenir. Surtout que la préparation, même s'il y avait des mouvements de troupes, etc., depuis un certain temps, depuis un an, l'opération telle qu'elle est dimensionnée au départ, elle montre bien que c'était quand même assez réduit, que l'objectif n'était pas d'envahir l'Ukraine. L'objectif était de mettre un stop. Parce que l'autre alternative, on va dire, si le premier c'était Charybde, si là, eh bien, c'est de dire, bon, je laisse ma ligne rouge que j'ai expliquée à la terre entière depuis 2007, en gros, hein, donc 15 ans quand même, je la laisse être franchie, l'humiliation est totale, et dans ce cas-là, mon pouvoir politique, il est aussi fragilisé. De manière interne. Est-ce que c'est pas la fin, non seulement la fin de la Russie éventuellement en tant que puissance, mais la fin j'allais dire du règne, la fin du pouvoir de Vladimir Poutine. Donc je pense qu'il y a eu peut-être
et certains échos qu'on peut avoir, certains rapports du renseignement plutôt occidental, laissent entendre qu'on était bien dans ce type de situation et que c'est donc pas la fleur au fusil, cœur léger, parce qu'il en avait envie ou parce qu'il s'est réveillé le matin en se disant tiens chouette on va le faire, qu'il l'a fait. Il l'a fait le cœur lourd avec des très gros risques politiques en tête, et donc sacrée décision. Il a choisi, voilà. Alors, évidemment, les attendus de ceux qui ont préparé tout ça en amont, depuis au moins 2014-2015, mais bien avant, parce que si on revient à la Révolution Orange, enfin, en fait, tout ça, ça fait 20 ans que ça dure, quand même. Donc, si on revient à cela, il y avait des attendus. Les attendus, c'est évidemment mettre la Russie à terre, parce que la Russie, c'est la puissance récalcitrante, la puissance renaissante, la puissance qui défie tout le monde, la puissance qu'on a beau réduire au fait d'être une pompe à essence, qui n'est pas tout à fait cela, et c'est d'ailleurs une des grandes démonstrations qui va être faite par la guerre, c'est que contrairement à ce que les Américains et d'autres se plaisent à dire et à répéter, ben en fait... voilà, cet attendu numéro 1, mettre la Russie à terre économiquement, on avait mieux un ministre ici qui s'est risqué à le pronostiquer, eh bien, ça a été juste un échec absolument total. Donc, on en est quand même au 10e paquet de sanctions. Maintenant, on les fait en douce, tellement on n'ose plus demander l'avis aux banques centrales, au FMI, on n'ose plus leur demander leur avis. Les 9 premiers n'ont pas vraiment marché et il est à craindre que le 10e non plus. Donc, échec. Deuxième attendu, ben c'est un vieux, c'est le cornerstone de la géopolitique anglo-saxonne, c'est évidemment séparer l'Europe de la Russie et surtout séparer la Russie de l'Allemagne. Bon, ben là, Nord Stream 1 et 2, voilà, ça a été... Il a fallu à un moment donné, j'allais dire, prendre le taureau par les cornes et le faire carrément, puisque les Allemands regimbaient encore et ne voulaient pas se plier tout à fait à la discipline européenne et otanienne qu'on leur a mis sous le nez. Donc, là aussi, cette idée américaine, bon, ça s'est fait pour l'instant. On peut dire que l'Allemagne et la Russie sont durablement en divergence, que l'économie allemande et l'industrie allemande sont évidemment des victimes centrales et que c'est effectivement un acte, on peut le dire, un acte d'agression et je ne sais pas si on peut dire un acte de guerre, mais en tout cas c'est une attaque délibérée d'un membre de l'OTAN avec l'aide d'un autre sur un troisième. C'est quand même intéressant sur l'état de l'alliance. Voilà, on peut peut-être se poser quelques questions. Donc les attendus, ils sont géopolitiques et l'idée était, eh bien finalement, d'arriver non seulement à mettre à terre la Russie économiquement, mais à la mettre à terre militairement, mais à la mettre à terre géostratégiquement, dans son rapprochement, que pourtant on passe notre vie à finalement encourager de fait, avec la Chine. Là aussi, échec total. C'est-à-dire qu'en fait, les attendus occidentaux de cette montée à la guerre, à l'affrontement, à la provocation d'une manière ou d'une autre. Alors on peut dire Poutine n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû entrer, c'est une violation de la souveraineté ukrainienne, tout ça, oui. Mais à partir du moment où tout est fait pour qu'il le fasse, et une fois qu'il l'a fait, bon, eh ben oui, c'est un très gros risque. C'est un très gros risque, sauf que s'est-il passé? L'économie résiste, la population suit. Surtout, un de nos fiascos, à mon avis, de cette intervention, c'est quand même qu'on a aidé de fait l'armée russe à se remettre en selle, sacrément. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait peut-être un tout petit peu d'humilité. Alors, nous, on est parti en Occident, évidemment, devant ce réel qui toujours persiste à ne pas nous obéir, dans une espèce de propagande comme moi, je n'en ai jamais vu depuis que je travaille. 1992, je travaille depuis 1992, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, on est dans une bulle totalement hermétique,
On est dans un autisme consenti, complet, on est borgne, on ne prend nos informations qu'à une source, on ne les diffuse que venant de cette source, le reste c'est de la propagande, on ne se pose jamais la question de... Voilà. Effectivement, on réduit, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, la géopolitique à expression de je ne sais quoi, de prise de position. Oui, je pense que c'est vous. Oui, voilà, c'est le recteur. Enfin, je veux dire, c'est dramatique. On ne fait plus d'analyse, on ne fait plus de prospective, on ne veut surtout pas savoir ce qui se passe sur le terrain véritablement, et on raconte que bah, c'est une déculottée pour l'armée russe. Ça fait quand même 1 an qu'on entend ça sur les plateaux. C'est quand même à mourir de rire, quoi. Si c'était pas si triste pour les malheureux Ukrainiens, c'est quand même, c'est pathétique. C'est pathétique, mais pas seulement, c'est cynique. C'est terriblement cynique. C'est-à-dire que nous sommes, pour moi, et c'est ça qui est très grave, dans un renversement moral majeur par rapport aux principes que nous prétendons défendre. C'est-à-dire qu'en fait, comme on veut faire durer la guerre en Occident, bon, les Américains, mais évidemment tous les autres qui rentrent derrière, c'est-à-dire nous, les Européens, eh bien, on continue à perpétuer cette espèce de narratif complètement délirant, en dépit de tout, parce qu'en fait, il n'est quand même pas très compliqué, on n'a pas besoin d'être très secret diamant pour savoir aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain militaire. Or, il se passe exactement l'inverse de ce qu'on raconte au peuple français et à d'autres, mais au peuple français singulièrement quand même. Là, on est particulièrement, on a un lavage de cerveau quand même extrêmement bien organisé. Donc, on est de plus en plus pris dans une espèce de bulle dont on ne peut pas sortir. Moi, ça me fait penser à la vieille série Le Prisonnier, vous savez, avec ce truc à la fin, sur la plage, on regardait là, quand j'étais adolescente, moi ça m'angoissait complètement. On ne peut pas en sortir, on ne peut pas sortir de cette île, de cet endroit où on est soi-disant tellement heureux. Donc, on est là-dedans, et évidemment, plus ça dure, plus on refuse, à la fois par hubris, par peur de se faire découvrir, pour tout un tas de raisons. Je ne parle même pas des enjeux pour les néoconservateurs américains, qui sont extrêmement lourds, qui sont vitaux pour eux. Eh bien, plus ça continue, moins on est capable de faire un petit pas pour dire, bon, alors en fait peut-être qu'on est allé un peu trop loin, un inch too far, oui, ça c'est sûr, c'est plus d'une inch. Et qu'il faut revenir rapidement, faire redescendre la tension, revenir, recréer les conditions d'une sécurité européenne qu'on a allègrement pétardée, les Américains et les Européens, quand même depuis 30 ans, hein, parce que la dénonciation des traités, tout ça, c'est quand même pas venu de Moscou. Bon. Donc il faut recréer tout ça, mais on est tellement, j'allais dire, à la fois présomptueux, vaniteux, et peut-être secrètement un peu honteux, enfin j'espère, que on ne peut pas faire ce pas. Ça demanderait trop de courage et trop d'humilité. Et donc ça monte. Et donc la surenchère continue. Et donc les Ukrainiens trinquent. Bon, le responsable américain avait dit jusqu'au dernier Ukrainien, il y en a un qui l'a dit un jour, on est fait de se taire, mais c'était quand même la réalité. Voilà. Tout ça au nom de la démocratie, etc., comme d'habitude. Donc, le régime change n'a pas marché. L'économie russe, elle se porte pour une économie qui est agonie de sanctions, pas si mal. Et ensuite, j'en viens à l'effet géostratégique majeur de ce conflit, c'est l'accélération de la bascule du monde, c'est-à-dire l'accélération de l'émergence d'un contre-monde qui est de plus en plus consolidé, qui chaque jour avance un petit peu dans un certain nombre d'enceintes, que ce soit l'OCS, que ce soit l'OPEP+, que ce soit l'Union économique eurasiatique, que ce soit l'Organisation du traité de sécurité collective, voilà, ça avance en parallèle dans tous ces domaines. Et cette union, elle se fait autour. Alors, il y a un polyalignement, effectivement, je ne sais plus qui a dit ça, c'est tout à fait c'est tout à fait juste. Mais il y a ce gros pôle qui est un pôle qu'on ne va pas faire disparaître. Donc, la multipolarité, ce n'est pas un choix, c'est une réalité. Donc, si on attend encore 5 ans pour s'en rendre compte, je ne sais pas où on sera, nous les Européens, parce que nous, effectivement, on est les victimes
qui a dit tout à l'heure collatérale première, c'est vous peut-être, monsieur, dans votre introduction, de ce conflit. L'Europe, alors là, on l'a remise vraiment à sa place, quoi. Là, je pense que c'est assez clair. Elle ne peut que suivre dans un conflit d'où elle devrait s'extraire très vite, pour servir à autre chose qu'à juste passer les armes et se battre à la place des autres. Voilà. Donc on est très très mal parti. Non, on ne peut pas contrer ce contre-monde qui arrive. C'est juste le monde qui est différent. C'est fini. L'hégémonie américaine, elle est en berne. Ça ne veut pas dire que les États-Unis vont mourir, ça ne veut pas dire que l'OTAN va mourir, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire qu'il va falloir composer avec les autres et concevoir que la guerre n'est pas la solution à toutes les blessures narcissiques, et que quand on a les autres en face de soi, ben, on peut aussi les laisser vivre éventuellement, essayer de trouver des équilibres avec eux. C'est valable pour la Russie, c'est valable pour la Chine, c'est valable pour l'Iran, c'est valable pour la Turquie, c'est valable pour... Donc c'est valable pour tous les grands acteurs régionaux et les petits derrière qui, eux, feront leur marché, à mon avis, entre ces deux grands pôles. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Cette guerre en Ukraine, elle a mis le turbo à ce mécanisme qui s'est amorcé il y a déjà une petite dizaine d'années maintenant, une dizaine d'années, mais qui maintenant va prendre des proportions de plus en plus fortes. Et nous sommes là juste comme appendices otaniens américains à prendre nos ordres et à dire ah oui, la guerre, les bons, les méchants, mais on est complètement, pour moi, on est à contre-temps de nos intérêts les plus évidents. Quant à la France, et je terminerai là-dessus, je ne vais pas évidemment imaginer ce qu'on peut faire, mais dans mes rêves les plus fous, oui, je pense, comme vous l'avez très, très justement dit en introduction, que la France a tout à fait les atouts, qu'elle s'en soit bien servie, qu'on ait fait semblant de discuter alors qu'on ne discutait pas, que Minsk 2 était une mascarade, que bon, ok, on est là où on est. Et aujourd'hui, la France a en Europe, et pour l'Europe, parce qu'il ne suffit pas là encore de sauter sur sa chaise, l'Europe, 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 si on veut faire quelque chose pour l'Europe dans l'état de déliquescence dans lequel elle est maintenant, en dépit des grands blablas de nos responsables européens, eh bien, la France peut prendre l'initiative et le courage d'une initiative de paix. Sinon, ça va continuer parce qu'à Washington, on a intérêt à ce que ça continue, et à Moscou, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut plus s'arrêter. Et ça ne se fera que sur la base d'une réalité qui va être très douloureuse pour le peuple ukrainien, à mon avis. Voilà.